bienvenue à tous. Donc effectivement, c'est une première. C'est la première de Rendez-vous en terre numérique, donc qui est la premier événement organisé dans le cadre du Club Acadis, qui lui-même est tout nouveau. Donc voilà, vous inaugurez un peu le dispositif. Et donc, comme l'expliquait Christophe, on va alterner entre un intervenant issu souvent de la recherche et des visites. Donc aujourd'hui, on reçoit Henri Isaac, qui est économiste, pour commencer. Si je te donne comme économiste. Enseignant-chercheur en transformation digitale, directeur du Master Management Télécom et Médias, chargé de l'axe Business Model, Digital et Stratégie à la chaire Intelligence économique et stratégie des organisations à Paris-Dauphine. Donc, enseignant à Paris-Dauphine sur les nouveaux modèles et la transformation numérique dans ce qui nous intéresse aujourd'hui. Tu enseignes la donnée, les systèmes de plateforme, la plateformisation de l'existant, les effets de réseau aussi. Aujourd'hui, donc ce soir, on va parler de la mise en données du monde. Donc c'est ce qui nous intéresse. Mais tu es aussi un militant de la démocratie numérique au sein d'un think tank que tu présides depuis 3 ans, c'est ça? Ouais. Tu le présides depuis 3 ans, qui s'appelle Renaissance numérique, et donc dans lequel tu agis et tu communiques autour de tout ce qui est, on va dire, intégration du numérique dans la société ou transformation de la société par le numérique. Et en sorte que ça soit profitable pour tout le monde. Voilà. J'oublie sans doute des choses. Non. Non, c'est bon. Ah si, tu as beaucoup écrit sur le e-commerce, quand même. Aussi. Oui, ça m'occupait pas mal. Ça continue de m'occuper. Voilà. Donc vous trouverez sur notre site d'ici quelques jours aussi une page consacrée à Henri Isaac avec les publications les plus récentes et qui concernent notre sujet d'aujourd'hui. Alors moi, pour rentrer dans le vif du sujet, je vais poser une question de base, mais qu'il faut poser. Qu'est-ce que c'est que la donnée? Puisque la donnée aujourd'hui, donc effectivement, elle transforme le monde, elle est au cœur de la transformation du monde et de l'économie. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que la donnée? Qu'est-ce que l'information? Et qu'est-ce que la connaissance? Est-ce qu'on peut faire un petit peu le tri dedans? Et je dévoile une petite chose, c'est que tu n'aimes pas qu'on parle de données brutes, par exemple. Oui, alors effectivement, on ne parle que de données, le monde est censé être que ça. Et ce qui me frappe, c'est que le sujet intéresse tout le monde maintenant, alors que la question de l'existence des données, de la mise en données du monde, elle est assez ancienne en fait. Et que par exemple les bases de données existent déjà depuis un grand nombre d'années et qu'il y a déjà beaucoup de gens qui ont réfléchi à ces questions de qu'est-ce que c'est qu'une donnée, qu'est-ce que c'est qu'une information. Et tous les gens, et je pense que dans la salle il y a pas mal de gens qui gèrent des systèmes d'information, savent qu'une grande partie de leur mission c'est de collecter des données, de les transformer pour en faire une information et ensuite éventuellement que ça devienne des connaissances. Bon. Donc ce schéma, on va dire un peu logistique qui va de la donnée à la connaissance, les gens qui gèrent les systèmes d'information depuis 70 ans en ont une compréhension générale assez précise. Ce qui est intéressant, c'est de voir que c'est parce que depuis grosso modo la révolution numérique, que moi je date d'une date très précise, qui est fondamentalement l'iPhone, pour moi c'est 2007, c'est-à-dire où on abandonne le monde de l'ordinateur pour passer dans celui du smartphone et on passe de millions à de milliards en termes d'unités, et que donc la génération de données prend une ampleur considérablement nouvelle par rapport à la période précédente, puisque chacune de nos actions ou nos déplacements quasiment sont générateurs de données. Et donc c'est à partir de ce moment-là qu'on commence à utiliser le terme données dans tous les sens. Et vous pouvez même regarder, c'est aussi étonnant que ça puisse paraître, quelque chose dont on a beaucoup parlé ces derniers mois, qui est le GDPR. Vous prenez l'article 5, vous regardez quelle est la définition d'une donnée, on vous dit c'est une information. Alors là, je suis tombé de ma chaise parce que je me suis dit, si la loi dit qu'une donnée est une information, on a encore perdu et que ça devient très problématique si juridiquement... Oui, parce que je pense qu'effectivement, on ne comprend pas ce que c'est qu'une donnée, qu'on la confond effectivement avec une information et qu'on ne comprend pas l'opération qui va de la donnée à l'information et comment est-ce qu'on génère des données. Alors, il y a beaucoup de choses fausses qui s'y corrigent parce que, par exemple, on vous dit... c'est le nouveau pétrole. Donc on vous dit c'est une matière première, la donnée. Donc effectivement, on peut tous dire que quand on gère des systèmes d'information, on sait bien que les données sont au cœur de ces processus.
Mais quand on réfléchit à ce que c'est qu'une donnée, c'est l'inverse du pétrole. C'est-à-dire que la seule chose qu'on sait que le pétrole, c'est que c'est une ressource qui est finie et qui va, à un moment, il n'y en aura plus. Les données, c'est complètement l'inverse. Chaque jour, il y en a davantage. Donc, d'un point de vue économique, c'est absolument l'inverse du pétrole, puisqu'on est dans une économie de l'abondance et pas du tout dans une économie de la rareté. Deuxièmement, c'est un bien très particulier qui est un bien non rival, c'est-à-dire que quand je l'ai consommé, la donnée, elle n'a pas disparu, contrairement au pétrole, qui lui-même s'est transformé en énergie. Donc, il y a deux caractéristiques essentielles qui sont, un, c'est un bien qui ne fait qu'augmenter en disponibilité, et deuxièmement, la consommation ne fait pas disparaître la donnée, et précisément, son accumulation est parfois vue comme, on parle d'assets de données, j'entends parfois cette expression chez des data officers, ou de patrimoine de données. Donc on en a une vision souvent d'un stock, or précisément la donnée acquiert de la valeur dès lors qu'elle circule et qu'elle est confrontée à d'autres informations. Et donc, la comptabilité ne nous aide pas beaucoup parce que de toute façon, qu'elle soit française ou anglo-saxonne, la comptabilité ne reconnaît pas la valeur des données. Et au mieux, on essaie de la valoriser quand on est dans une logique de revente et qu'on essaie de mesurer ça par du goodwill. Mais on n'a pas de mesure exacte de sa valeur et donc on a du mal à l'appréhender. Donc on a des conceptions autour de données qui sont souvent erronées. Ensuite on dit bah oui, non, mais je comprends votre argutie, vous parlez de données brutes et puis ensuite oui, ça devient une information. Mais la notion même de données brutes est elle-même problématique. Il n'y a aucune donnée brute, ça n'existe pas une donnée brute. Toutes les données sont construites. Une donnée, il n'y a pas plus construit qu'une donnée. Une donnée, c'est un capteur, mais le capteur, il a bien été conçu. Et il va mesurer, et on pourrait prendre nos téléphones et mesurer la température de la salle, je ne suis pas sûr qu'on ait une mesure identique les uns et les autres. En tout cas, si vous prenez un podomètre ou une application qui est censée mesurer nos pas, vous mettez-en 4 dans votre téléphone, et vous regardez à la fin de la journée si vous avez le même nombre de pas. Bon, vous allez voir que vous n'avez pas les mêmes données, et que donc elles ont été construites d'une certaine façon, et qu'il y a quelque chose qui fait qu'elles ne sont pas identiques. Et on pourrait parler exactement de tous les capteurs, par exemple, qu'on a dans le domaine agricole, où mesurer la température, le vent, etc., fait que tout ça dépend d'un dispositif qui a été conçu par l'homme, et qui fait que la donnée est toujours le résultat. C'est un construit qui est absolument réfléchi. Une intention. Oui, c'est une intention, une donnée, c'est une intention. Et à partir de là, il n'y a pas de données brutes. Et il y a un très très beau livre, pour ceux que ça intéresse, pour discuter de ça, c'est une collègue anglaise qui a écrit ça, qui s'appelle La donnée brute est un oxymore. Et donc ça s'appelle Raw Data is an oxymoron. Bon, cet ouvrage, je vous invite à le lire, est extrêmement intéressant sur cette réflexion sur que sont les données et qu'est-ce qu'on construit avec les données. Bon, et donc une fois qu'on a compris un peu tout ça, on se dit, ok, bon, les données c'est quelque chose de beaucoup plus complexe que ça n'en a l'air. Et pour vous donner aussi une réflexion assez récente, c'est un collègue de l'école des mines, qui est Jérôme Denis, qui a écrit un bouquin qui s'appelle « Le travail invisible des données », montre bien que plus on en consomme et plus on en utilise, moins on comprend la façon dont elles sont produites et l'essentiel des tâches et des procédés qui sont mis en place par différents types d'organisations pour les appréhender. Et donc, par exemple, il y a un travail complètement invisible sur la façon dont on les produit, c'est-à-dire que nous-mêmes, on est absolument en grande partie inconscient du fait que le simple fait d'allumer son téléphone et de se promener avec contribue à produire des données dont nous n'avons même pas conscience. Bon. Donc c'est une production invisible qui n'est pas consciente pour l'essentiel des personnes qui génèrent des données. Nos navigations sur Internet produisent des quantités de données. Toutes nos actions génèrent des données aujourd'hui. Et l'étape à laquelle on parvient aujourd'hui, celle que j'appelle la numérisation, c'est précisément la généralisation de la mise en données du monde. C'est-à-dire que la mise en données du monde, elle n'a pas attendu Internet pour exister, loin s'en faut. Quand on regarde l'histoire de la donnée, on pourrait dire que quasiment l'invention de l'écriture, c'est l'invention de la mathématique et donc d'une certaine forme de mathématisation qui a besoin à un moment de données. Et c'est le 19e siècle qui va aboutir à la statistique que l'on connaît, que l'on utilise quasiment quotidiennement, et qui fait qu'il va y avoir besoin de données. Et à partir de ce moment-là, on va construire des machines pour effectivement pouvoir gérer ces données.
Et donc ça va être d'abord des machines Allrit que IBM rachètera, etc. Bon, et donc après, on connaît tous cette histoire. Et ce qui est de très nouveau, c'est que la production des données, elle est souvent le fait des entreprises et des États. Et maintenant, c'est nous-mêmes qui produisons des données et qui contribuons à créer ce phénomène mal décrit par le terme Big Data. Mais qui, en substance, est complètement différent des périodes précédentes, dans la mesure où, effectivement, les données qu'on produit aujourd'hui sont des données sur nous-mêmes. Et elles ouvrent effectivement une ère complètement différente des précédentes, dans la mesure où, comme ces données sont accessibles et produites par des réseaux électroniques, la combinaison et des réseaux et des données permet de les agréger déjà de façon extrêmement simple et produit quelque chose qui a été longtemps bloqué par justement l'absence de données, qui est l'intelligence artificielle, enfin ce que l'on met derrière ce terme intelligence artificielle, et qui fait qu'enfin il y a des données pour faire tourner les modèles qu'on avait imaginés dans les décennies précédentes. Et donc c'est ce moment-là qui est intéressant, c'est celui qu'on est en train de vivre, et on voit bien que ce phénomène qui est beaucoup plus complexe que simplement de dire on produit des données, on les stocke, on les traite, fait que c'est un phénomène qui est complètement polymorphe et sur lequel la question de la valeur de la donnée, qui est la question qui me préoccupe le plus, est extrêmement difficile à faire comprendre parce que on ne comprend pas tellement les caractéristiques de cet objet qui n'est pas une matière première aussi simple qu'une matière première physique. C'est ça. Et donc, en fait, ce que tu dis, c'est que c'est l'économie qui s'est emparée la première de la donnée, et que aujourd'hui, on est dans des modèles data-driven. C'est ce dont tu commences à parler en évoquant ces sujets-là, et des modèles data-driven qui sont des modèles complètement nouveaux, qu'on peut décrire de différentes façons et qui posent des questions qui ne sont pas forcément évidentes, comme par exemple le modèle de la donnée contributive avec la question des externalités négatives, par exemple, donc des modèles qui utilisent de la donnée qu'on n'a pas forcément volontairement fournie, de la donnée volontairement fournie, et surtout qui provoquent, qui a une intention, qui ont des intentions, en fait, ces sociétés, mais qui provoquent d'autres réactions. Alors, effectivement, il y a l'industrie qui s'est emparée la première de la donnée numérique, on va dire, c'est la publicité. Bon, et évidemment, des gens comme Google en ont fait leur miel, et Facebook également. Donc ça, c'est des modèles qui sont très intensifs en données. Mais bon, on pourrait discuter de ces cas, mais ils ne sont pas les plus intéressants, en fait, à mes yeux. Quelque chose qui est plus intéressant, effectivement, et qui montre un peu l'intérêt et à la fois la limite de ces modèles, c'est le cas de Waze, par exemple, que vous connaissez certainement tous, hein, qui est une application de géoguidage, et dont la promesse au consommateur et à l'utilisateur, c'est clairement je vais réduire votre temps de trajet, et donc vous avez intérêt à m'utiliser. Et si vous voulez encore améliorer votre temps de trajet, si vous observez des choses spécifiques, un accident, un embouteillage, signalez-le moi. Et donc ici, on est dans un modèle qui effectivement capte deux types de données, puisque Waze enregistre passivement toutes les données de parcours, et donc utilise ça pour nourrir son algorithme d'optimisation de parcours, et puis capture aussi les données qui sont fournies donc par des utilisateurs et par la communauté. Ça, c'est sur la partie, on va dire, données de flux, mais il y a aussi toute une partie contributive extrêmement importante dans Waze. Vous avez des communautés, il y a quasiment 12 000 personnes en France dans la communauté Waze, qui contribuent à améliorer les cartes, corriger les erreurs sur les cartes, mettre les nouvelles rues, signaler des nouveaux panneaux, enfin bref, qui font un travail quasiment sur les données structurelles sur lesquelles Waze s'appuie. Bon, donc tout ça, on pourrait dire, bon, ça n'appelle pas grand-chose puisque le service est gratuit et que la contrepartie de la fourniture des données, c'est le service et c'est financé par de la publicité. Bon. Donc on pourrait en rester là, mais c'est là où le type de modèle qu'on construit devrait interroger un petit peu plus ce que l'on fait. C'est que typiquement, il y a plusieurs études scientifiques, et plus que des études scientifiques maintenant, on va dire des collectivités territoriales, notamment en France, qui constatent des effets de bord au déploiement de ce type de service qui repose sur des données dynamiques.
En fait, il y a une étude de Berkeley qui montre très bien que en fait, Waze ne diminue pas les bouchons, il les déplace. Et pourquoi ? Parce qu'il fait circuler les véhicules sur des rues qui ne sont absolument pas prévues pour des flux de circulation aussi importants. Et donc aujourd'hui, j'ai trouvé des annonces aux États-Unis, notamment du côté de Los Angeles, où vous avez des annonces immobilières où c'est marqué dans l'annonce immobilière elle-même No Waze Street. Donc c'est clairement l'illustration que vous avez des externalités négatives qui sont liées à Waze et qui diminuent la valeur des biens immobiliers qui sont soumis à ça. Alors sans aller en Californie pour discuter de ça, en France, vous prenez la commune de Lieusaint, dans le 77, ils ont été obligés de rajouter des feux rouges pour bloquer l'algorithme de Waze qui faisait passer les voitures en centre-ville à un endroit où il ne fallait absolument pas qu'il y ait ces flux aussi importants qui passent. Pourquoi ? Parce que la route n'a pas été conçue pour ça. Donc il y a la communauté aussi de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines qui a, elle, décidé de prendre le taureau par les cornes et donc maintenant dialogue avec Waze. Et donc Waze a commencé à prendre conscience, elle a un programme qui s'appelle Citizen Mobility, je crois, de mémoire, et qui justement essaye de dire... quoi ? Connected City. Voilà, c'est ça. Et donc, ici, ça montre bien que ces modèles qui sont fondés sur les données, la conception à laquelle ils arrivent d'un algorithme d'optimisation fait que ce sont nos propres comportements qui ignorent complètement des contraintes géospatiales dans lesquelles ces algorithmes sont déployés et contribuent à créer des externalités négatives pour les riverains et pour les collectivités territoriales. Et c'est par conception, c'est-à-dire que tant qu'on n'intègre pas dans l'algorithme des contraintes spécifiques qui vont limiter ce type de nuisance, finalement, on ne fait pas grand-chose, on n'améliore absolument pas l'efficacité de l'algorithme. Et donc, enfin, l'efficacité collective, c'est-à-dire qu'individuellement, l'algorithme, effectivement, vous fait gagner du temps, mais collectivement, il n'a aucune efficacité puisqu'il crée des externalités négatives qui, si on les ajoute, sont quand même conséquentes et qui font qu'aujourd'hui, les collectivités sont obligées de s'organiser autrement. Bon, donc c'est un exemple assez, je crois, parlant de la limite de ces modèles qui sont purement fondés sur le simple comportement collectif et tentant de l'optimiser, mais avec une simple logique individuelle, sans contrainte de parties prenantes qui ont leur mot à dire dans ces espaces, puisque elles en ont la responsabilité en termes de trafic automobile, par exemple. Bon. Et donc, on pourrait montrer que ça existe dans beaucoup d'autres types d'algorithmes qui sont purement fondés sur des données. Et aujourd'hui, on commence à dire, OK, bon, c'est bien d'utiliser des données parce que ça peut effectivement fluidifier, mais il ne s'agit pas du tout de le faire en dégradant, on va dire, la qualité de vie des parties prenantes. Donc ça appelle à une question sur comment on met en place une gouvernance de ce type. Est-ce qu'on perd complètement le contrôle ou est-ce qu'il y a des moyens justement d'arriver à... Alors les mairies, heureusement, enfin les collectivités territoriales qui aujourd'hui ont pris langue et travaillent avec Waze, ont la possibilité de rentrer des contraintes spécifiques sur leur commune et de demander des routages spécifiques pour éviter, par exemple, de passer devant des écoles aux heures de sortie d'école. Et donc, c'est là où on voit que ces modèles, pour pertinents qu'ils peuvent être, ont quand même de sacrées limites parce qu'ils ont été conçus sans tenir compte des parties prenantes et que ces questions-là, aujourd'hui, appellent à dire Waze aurait dû concevoir et co-concevoir avec des collectivités. Et donc, c'est un peu ce qu'ils sont en train de faire. C'est-à-dire que leur programme consiste aujourd'hui à dire on va le faire avec vous. Et donc, ils ont un programme plutôt partenarial, alors qu'avant, ils ont au départ plutôt renvoyé les mairies en leur disant écoutez, non, nous, on ne voit pas le problème et ce n'est pas notre problème. Bon. Et donc, ça appelle à d'autres réflexions sur la gouvernance de ces nouveaux business models, dans la mesure où, dès lors que les individus contribuent à produire des données et qui donc contribuent à produire de la valeur, outre la fourniture de services, est-ce que, c'est une question ouverte, parce que j'ai pas forcément la réponse, est-ce que
ces plateformes qui déploient ces algorithmes et qui reposent essentiellement sur des données, ne devraient-ils pas ouvrir la gouvernance à des participants, c'est-à-dire aux utilisateurs? Que les contributeurs aient leur mot à dire, en Ouais. fait. Alors, juste un exemple, hein, Facebook a annoncé très très récemment, ça n'a même pas 10 jours, qu'ils allaient mettre justement en place un comité, alors c'est sur les contenus illicites, hein, mais bon, c'est sur les contenus illicites, mais c'est déjà des contenus qui sont produits par les utilisateurs, un comité international composé d'un certain nombre d'experts. Ce n'est pas des utilisateurs directement, mais ça montre bien qu'ils comprennent qu'ils ne peuvent plus piloter cette plateforme comme ils l'ont fait jusqu'à maintenant, c'est-à-dire en se moquant complètement de ce que pensent les utilisateurs. Alors, est-ce qu'il y a, bon, évidemment, on pourrait parler de l'open data, on pourrait se dire qu'on est dans un modèle différent et qui intègre davantage justement les contributeurs, les participants. Est-ce que OpenStreetMap, OpenFoodFact, ce ne sont pas des exemples de ce qu'on pourrait faire ou de ce vers quoi on pourrait aller Alors, ça, c'est des données ouvertes, bien évidemment, au sens technique du terme, mais ce n'est pas des données ouvertes au sens juridique, données qui viennent d'une administration publique et qui est contrainte de fournir ces données. Mais les deux se rejoignent au final, même s'il y a des aspects qui sont un peu différents, parce que dans la question des données contributives, ce que j'appelle OpenStreetMap ou OpenFoodFact, c'est des communautés qui finalement décident d'enrichir une base de données et de la maintenir et de la déployer et de la mettre à disposition de façon ouverte sur une logique qui est très proche de celle du logiciel libre, ou quasiment, puisqu'il y a des licences d'exploitation qui sont assez claires sur les deux plateformes. Bon. Sur l'open data, c'est un petit peu différent, puisque l'open data, c'est dire, il y a deux choses qui président à l'open data, c'est la transparence, c'est-à-dire vous avez le droit d'avoir accès aux données issues de l'action publique pour laquelle vous avez payé des impôts en tant que contribuable, et donc il y a la notion de redevabilité, on vous doit ces données, qui est le premier point. Donc c'est cette notion de redevabilité, de transparence. Et là, aujourd'hui, effectivement, on est rentré dans une ère où la loi Le Maire oblige beaucoup de collectivités à publier leurs données. Ce qui est intéressant, mais ce qui est insuffisant, et en tout cas, pour moi, ineffectif totalement jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire que très concrètement, ça n'a rien changé, à part quelques développeurs qui peuvent récupérer, grâce à des API, facilement la base adresse de la Poste, et puis des données structurelles pour facilement fabriquer des cartes ou autres. Mais le citoyen est-il augmenté avec l'open data? Moi, c'est ma préoccupation en tant que citoyen et président de think tank, où je suis tout à fait d'accord avec l'ouverture des données. Mais qu'est-ce que ça produit? C'est-à-dire qu'on présuppose que n'importe quel citoyen est capable, à partir d'un portail d'open data, d'être plus citoyen. Je suis désolé, mais si vous avez passé un peu de temps sur les portails d'open data, il y a des jeux de données intéressants, mais juste un exemple, hein, moi j'ai fait travailler mes étudiants sur une question très simple que je leur ai posée, c'est est-ce qu'il y a assez de places de parking à Paris? Bon, bah, essayez de prendre les données ouvertes qui existent sur cette question à Paris, il y en a, mais vous n'avez même pas la même définition entre une place de parking Vinci et une place de parking dehors, et donc faire de la réconciliation de données, c'est très vite compliqué, il faut triturer les données, et plus que les triturer, il faut comprendre comment elles sont construites, il faut des métadonnées. Et les métadonnées dans l'open data, bah, je peux vous dire que si vous prenez Rennes, ou si vous prenez Bordeaux, Lyon, etc., personne n'a les mêmes métadonnées. Donc très vite, la valeur des données, je reviens au premier point, hein, j'ai toujours été frappé qu'on ait un discours énorme sur la donnée sans qu'on réfléchisse vraiment sur le fait que la valeur repose sur les métadonnées. La plupart des grands services numériques sur lesquels on a construit des grands succès, Spotify sans les métadonnées, il n'y a pas Spotify, ça n'existe pas. Le mail sans les métadonnées, ça n'existe pas. Bon, donc c'est la gestion des métadonnées, c'est la qualité des métadonnées qui est souvent une grande source de valeur. Et on le voit très très bien avec l'open data, c'est-à-dire que bah, si vous avez des jeux de données sans métadonnées, vous ne savez pas comment elles ont été construites, qu'est-ce qu'elles décrivent, qu'est-ce qu'elles mesurent, etc., bah, y a des jeux de données que vous ne pouvez même pas utiliser. Bon, c'est des choses que plein de DSI savent, hein, que plein de gens qui font de la gouvernance des données savent parfaitement,
mais que voilà, quand on ouvre des données et qu'on n'a pas une compréhension globale de qu'est-ce que c'est qu'une donnée et qu'est-ce qui fait que sa valeur, ben on arrive à ces jeux de données où finalement les administrations qui ont une injonction de les produire, ben on commençait par faire des PDF, hein, on a commencé comme ça, hein, avant qu'ils comprennent qu'il fallait des fichiers JSON réutilisables, etc. Bon, donc on voit bien qu'ils n'ont aucune idée de ce que c'est qu'une métadonnée, mais c'est pas pour les blâmer, c'est que personne ne les a accompagnés. Ça pose la question, qui va s'emparer de ces données pour faire quoi? Alors, bon, la littératie, moi je voulais en parler à la fin, mais parlons-en maintenant. La littératie, c'est un vrai sujet, c'est-à-dire la compétence à comprendre ce que c'est que cet objet donné pour les citoyens, pour tout, qu'ils soient entrepreneurs, qu'ils soient citoyens lambda, qu'ils soient politiques, etc. C'est un vrai enjeu parce qu'aujourd'hui, justement, la donnée, elle est centrale dans le fonctionnement du monde. Donc, ce que tu es en train de dire, c'est qu'elle est proche de zéro, ou elle est très faible, cette connaissance. Ah bah oui, parce Qu'est-ce qu'elle devrait être et qu'est-ce qui se fait, qu'est-ce qui pourrait se faire? Bah, elle est proche de zéro parce que, d'abord, on la résume à la donnée personnelle, qui est une forme juridique de données, mais il y a bien d'autres types de données. On a parlé de l'open data, ça fait déjà deux régimes juridiques de données. Bon. La loi sur l'orientation des mobilités qui arrive au Parlement va introduire un troisième régime juridique qui est la donnée d'intérêt général. Bon. Qui est un autre régime juridique puisqu'il va contraindre un certain nombre d'opérateurs privés à ouvrir, par la loi, des jeux de données. Bon. Des entreprises privées qui n'ont pas d'obligation. On est dans le bien commun ou c'est pas, non, c'est pas la même chose? Alors, oui, c'est quelque chose à voir avec ces réflexions sur la notion des communs. Mais là, il y a surtout l'idée que l'État peut contraindre des entreprises privées au motif d'un intérêt général supérieur à ouvrir des jeux de données pour pouvoir mieux organiser un réseau de transport. Bon, là, quand il s'agit de l'intérêt collectif, on comprend assez bien, mais moi, je me suis toujours interrogé sur dire, est-ce qu'on va arriver à un stade où on va dire à Carrefour, Monsieur Carrefour, pour gérer contre l'obésité, ouvre-moi tes données de vente. Bon. Et là, on va être sur des conflits de légitimité entre le secret des affaires, entre la propriété intellectuelle, entre l'intérêt général, et ça va être compliqué de gérer ça. En tout cas, c'est là-dedans qu'on rentre, et le gouvernement pousse beaucoup à ça. Et donc, les entreprises, elles ont elles ont fait du Monsieur Jourdain, elles ont géré des données sans savoir qu'elles géraient des données pendant des années, et puis là, tout d'un coup, on leur a mis le RGPD sous le nez, donc tout d'un coup, il y a une prise de conscience collective qui fait que dans beaucoup d'organisations où la donnée était présente sans qu'on le sache et puis sans s'y intéresser, on a au moins un effet intéressant du RGPD qui consiste à dire, voilà, maintenant, il faut la gérer. Et de ce point de vue-là, moi, je suis plutôt content que ça provoque ce type de réaction, parce qu'enfin, on comprend que c'est quelque chose qui doit se gérer, que le data management, la gouvernance de la donnée, sont enfin des sujets sérieux dans les entreprises. Parce que je crois que le premier cours que j'ai donné sur les Master Data Management, c'était il y a 25 ans, et je prêchais dans le désert, quoi. Bon. Aujourd'hui, ça devient enfin un peu un sujet, et pour participer à un club de data officer, je vois que voilà, c'est des préoccupations enfin réelles dans les organisations, et que le RGPD a contribué à poser les bonnes questions. Bon, donc ça, c'est bien. Le citoyen lambda, ça c'est une autre histoire, parce qu'on lui vend le fait qu'il se fait voler ses données, et en lui disant ça, on n'améliore pas la compréhension de ce que c'est que la donnée, puisque la donnée, je rappelle qu'en droit européen, nous ne sommes pas propriétaires de nos données, puisque les données sont un droit de la personne, c'est-à-dire une extension de la personne. C'est un choix humaniste que l'Europe a fait en disant les données, c'est un prolongement de l'individu, c'est donc comme un organe, et donc ça ne peut pas être vendu, et donc ça ne peut pas faire l'objet d'une propriété. Bon. C'est un choix qui est absolument pas celui des États-Unis, mais alors absolument pas, et qui fait que vous avez en France quelqu'un comme, comment il s'appelle, votre ami de génération libre, Koenig, là, oui. Gaspard. Gaspard Koenig, voilà, c'est ça, qui lui tient le discours des Américains et des libertariens américains, qui consiste à dire, bah non, c'est une marchandise, c'est quelque chose que vous pouvez vendre et monétiser vos données. Bon, oui, mais vous n'en avez pas la propriété, et donc ce qu'on confère par la loi, c'est un droit d'usage. Non, c'est juste un droit d'usage qu'on confère par la loi, et donc quand on dit tout le discours ambiant qui est véhiculé par pas mal d'acteurs sur cette question
propriété versus usage, ramène toujours à la question qu'est-ce que c'est qu'une donnée et à la valeur de la donnée. Les données de ma navigation qui sont sur les logs d'un serveur web, elles ont pour moi, utilisateur, aucune valeur. Zéro. Qu'est-ce que je pourrais faire d'un log de mes navigations? Ben, pas grand-chose, quoi. Parce que d'abord, je ne sais même pas que ça existe. Deuxièmement, si je sais que ça existe, qu'est-ce que je fais de ce fichier qui est un ensemble de lignes sur lequel, sans connaissance informatique, je ne peux pas faire grand-chose. Et si tant est que j'ai des connaissances informatiques, qu'est-ce que c'est que de savoir que la requête machin a mis 2 secondes à être exécutée? Je m'en fous complètement. Donc ces données n'ont aucune valeur, mais par contre, elles ont énormément de valeur pour d'autres. Bon. Et donc c'est là où la donnée acquiert de la valeur, et c'est là où il faut que le contrat soit transparent. C'est-à-dire que la loi devrait organiser ça, c'est ce qu'elle tente de faire dans le RGPD, c'est de dire toute la donnée pour laquelle je concède un usage devrait en avoir, une connaissance complète, 2, je devrais comprendre les finalités du traitement, et 3, si je ne suis pas d'accord, je dois pouvoir récupérer tout ça et aller voir quelqu'un d'autre, c'est la portabilité. Bon. Ça, c'est très bien, mais c'est uniquement les données personnelles. Or, je l'ai dit tout à l'heure, il y a des données, par exemple, machine to machine, dans une usine. Un robot qui parle à un robot, ce n'est pas des données personnelles. Et ça, c'est des données qui, clairement, aujourd'hui, n'ont pas un statut juridique clair et qui peuvent être tout à fait commercialisées entre acteurs consentants par un contrat. Bon, donc là, le droit des contrats s'applique facilement. Mais la directive e-privacy, par exemple, qui est en cours de discussion depuis des années, tente d'essayer de réintroduire un statut juridique sur ces données typiquement machine to machine. Bon, moi, je pense que le contrat peut largement suffire pour gérer ces données. Et encore, un exemple, parce que j'ai beaucoup travaillé sur les données dans le monde agricole, qui est un secteur passionnant à analyser pour comprendre ce qui se passe autour des données. Voilà, c'est là où on revient à la question de la connaissance individuelle. Quand un agriculteur achète un tracteur, le tracteur, c'est comme les moteurs d'avion, c'est comme les véhicules, ça génère des flux de données qui remontent chez le constructeur et qui lui permettent de faire de la maintenance prédictive. Bon. C'est très bien sur le fond la maintenance prédictive, sauf que le fermier, il n'a aucune idée de cette existence dans son contrat, de ce type d'accord qu'il donne à... Enfin, il le lit peut-être, mais c'est des contrats comme les conditions générales d'utilisation que l'on clique sur Internet, où finalement on ne comprend pas très bien ce qu'on fournit à un fournisseur comme données. Bon. Donc ça nécessite une clarification, et je crois que le RGPD y contribue un peu, mais voilà, il y a des questions d'asymétrie dans les contrats qui font qu'on ne règle pas tout. Et donc, il y a encore aujourd'hui voilà, une vision qui est trop juridique, me semble-t-il, mais qui doit repartir des fondamentaux sur pourquoi on a considéré que les données personnelles n'étaient pas une marchandise, au sens je l'achète, je la revends. Ce qui fait que, évidemment, quand on parle avec des entreprises américaines ou qu'on discute avec les Américains, ils ont une conception totalement différente, alors qui est en train de changer, qui est en train d'évoluer. Mais là-bas, les data brokers, c'est une industrie qui existe depuis les années 70. Bon. Et qui est très puissante. Si vous prenez, enfin, je sais pas, vous connaissez Axiom, j'imagine, comme société, qui est une société qui a mis l'Amérique en base depuis 1973, et qui, de façon très étonnante, est née au moment du Watergate, et donc qui est née sur une histoire d'un scandale. Ça me serait long de vous raconter l'histoire de Axiom, mais c'est très intéressant, c'est que ça naît d'un scandale politique. C'est exactement comme l'histoire qu'on a autour de Cambridge Analytica ou du Brexit, toute cette utilisation, où on voit que ces sociétés qui ont des données intéressent le politique et qu'il y a des relations finalement très complexes entre eux. Bon, tout ça pour dire que les Américains ont une conception en disant c'est une marchandise, ça se gère comme une marchandise, donc il y a un marché pour ça, ok. Et vous avez des startups qui aujourd'hui essayent de créer des marketplaces de données. J'en ai repéré une petite dizaine sur différents secteurs où ils proposent à des entreprises mettez vos jeux de données, et voilà des jeux de données, vous pouvez changer vos jeux de données, vous pouvez vous vendre des données. Et donc il y a cette vision-là, mais quand on essaie de la déployer vers des citoyens ou des utilisateurs comme nous sommes, ces sociétés n'ont jamais réussi à percer. Et par exemple, dans le domaine de la publicité, il y a plusieurs modèles qui ont émergé autour de la donnée
qui consistait à dire à un utilisateur, bah écoute, tu veux pas être bombardé de publicité, moi si tu me donnes tes données, la contrepartie c'est que je vais te envoyer déjà moins de publicité, et puis elles vont te correspondre parfaitement. Sachant que le ciblage publicitaire marche mal, ce qui est assez vrai. Bon. Et donc il y avait un modèle comme Publicize Me. C'est une startup qui était très sympathique, hein, mais concrètement, personne n'a envie de ce modèle. Voilà. Après, il y a une approche qui a été développée notamment par la FING, qui s'appelle MyData, qui Donc consiste... la Fondation Internet Nouvelle Génération, qui est un think tank, on va dire, pour aller vite Ouais. sur ces sujets-là. Mais ils ne sont pas les seuls à l'origine de ça. Enfin, ils ont largement contribué à faire émerger cette vision qui consiste à dire ben, il faudrait que tous les citoyens puissent gérer eux-mêmes leurs données. Et donc, c'est de dire ce qu'on appelle le self-data, qui consiste à dire ben, ça serait bien que vous ayez un tableau de bord sur lequel vous ayez une idée précise de à qui vous accordez vos données, à qui vous les donnez, quel type de licence vous accordez, et puis c'est vous qui gérez vos données au travers d'un tableau de bord. Alors, il y a des travaux assez avancés hein, sur le self-data et le my-data. Il y a même des architectures techniques qui ont été pensées pour dire ok, bah, c'est des API qui vont venir taper là-dedans et c'est moi qui donne les autorisations à des services d'utiliser mes données. Bon, donc il y a des architectures techniques qui ont été prévues pour ça. Donc c'est assez satisfaisant, enfin intellectuellement c'est extrêmement séduisant comme approche. Mais la question c'est à quelles conditions il y a des usages et si je vous pose la question, combien de temps par jour vous seriez prêt à consacrer, à gérer, à filer des autorisations. Alors après, on peut imaginer des algos qui gèrent ça automatiquement, mais enfin, après, on s'éloigne du concept self-data. Et du coup, voilà, moi je fais travailler une étudiante actuellement précisément sur les conditions d'appropriation d'une telle démarche, pour dire, c'est bien joli, mais combien d'entre nous dans la salle seraient prêts à passer du temps sur un tableau de bord tous les jours à dire j'autorise pas, ça on a déjà du mal avec le RGPD. Voilà, et déjà, rien qu'avec les cookies ou les machins comme ça, on perd un temps pas possible. Donc j'imagine Madame Michu ou ma mère, tout simplement, face à un truc comme ça, voilà, elle serait assez désemparée. Et donc ça ramène à la question de la littératie qui consiste à dire quand est-ce qu'on apprend ça et moi, mon point est de dire aujourd'hui, la vision qu'on a, c'est de dire qu'il faut faire des cours d'informatique au lycée. Bon, alors des cours d'informatique au lycée, 30 ans, avec 30 ans de retard, bon, pourquoi pas, mais c'est 30 ans de retard. C'est peut-être nécessaire, d'accord. Mais pour moi, c'est plutôt de l'instruction civique, ça. Ça relève de l'instruction civique. Et donc, je plaide, notamment au travers, avec Renaissance numérique, pour dire qu'il faut une instruction civique 2.0, ou 3.0, ou 4.0, enfin, le chiffre qui vous convient, qui consiste à dire être citoyen aujourd'hui, c'est aussi comprendre ça. C'est aussi apprendre à débattre en ligne. On va dire, voilà, on voit où en est le débat en ligne aujourd'hui. Bon, bref, il y a une citoyenneté numérique à inventer, et c'est à ça que nous on essaie de réfléchir à Renaissance numérique, parce que c'est par ce biais-là, me semble-t-il, qu'on peut faire rentrer des connaissances et des compétences de façon intelligente, sans en faire un objet technique, pour dire ça a une conséquence sur la société qu'on veut construire. Et de ce point de vue-là, je n'ai rien contre les approches techniques, informatiques, voilà, il faut des gens comme ça. Mais quand on veut former des citoyens, il me semble qu'il faut aussi leur faire comprendre cette dimension humaniste que l'Europe a voulu construire autour de la donnée, et aussi en comprendre les limites, parce que quand on est confronté à un modèle américain qui repose sur une vision de la donnée qui est totalement différente de la nôtre, et des Chinois qui, eux, ont des lois qui, quand vous les lisez, sont censées être les mêmes que nous, sauf qu'on sait très bien ce qu'ils en font. Bon, voilà, nous on est coincés entre ces deux modèles et on tente d'imposer le nôtre. Et si vous regardez, c'est très intéressant le discours politique, parce que si vous avez vu Madame Falque-Pierrotin qui a dit que... Donc la présidente de la l'ex-présidente de la CNIL, qui a dit que le modèle du RGPD était en train d'essaimer dans le monde entier. Bon, alors on a été aussi intelligent que les Américains, c'est-à-dire qu'on a mis un régime d'extraterritorialité, puisque ça s'applique à n'importe quelle entreprise qui détient des données sur un citoyen européen. Donc, de ce point de vue-là, on a été aussi malin que les Américains, mais me semble-t-il qu'on n'a pas été aussi malin que les Américains. Pourquoi? Parce que les Américains, regardez, à la Californie, qu'est-ce qu'elle fait? La Californie est en train de faire une loi sur les données personnelles.
Et c'est très intéressant de regarder ce qu'ils font. Ils ont dit, OK, vous voulez nous imposer le RGPD, ben on va jouer la bataille. C'est loi contre loi. Et bon, loi contre loi avec les Américains, à bon entendeur, salut. Et puis, il y a 2-3 trucs sur lesquels ils sont plus malins que nous. J'imagine que si vous avez regardé un petit peu le RGPD dans votre entreprise, vous avez vu qu'il y a un truc qui s'appelle le registre des traitements. Bon. Bah, dans la loi américaine, ça n'y est pas. Il faut se poser la question, pourquoi ils ne l'ont pas mis? Pourquoi dans la Californie, ils ne veulent pas que le registre des traitements puisse être demandé à n'importe quelle entreprise? Bah, ils savent très bien que le registre des traitements, c'est un peu une cartographie des process de l'entreprise. Hein. Donc on sait précisément ce qui se passe dans une entreprise. Bon, de ce point de vue-là, ils vont nous dire, bah oui, vous avez votre RGPD, mais nous on a le nôtre, et c'est le nôtre qui s'applique, point barre. Bon. Et tous les pays du monde qui disent qu'ils sont en train de faire un RGPD, c'est exactement ce qu'ils sont en train de faire, c'est-à-dire de faire des lois qui vont nous opposer en disant, ok, c'est très bien, mais nous, regardez, on en a une qui est exactement comme la vôtre, donc c'est la nôtre qui s'applique. Voilà. Donc, on a forcé les autres à faire des lois qui vont nous être des contraintes pour nous. C'est ça qu'on a fait. Peut-être, alors avant de passer la parole à la salle de dialoguer, peut-être que tu pourrais aussi nous expliquer le fait que les États-Unis ont une stratégie de la donnée depuis bien longtemps, ce qu'on n'a pas nous, une stratégie de la donnée qui vient de la DARPA, de la NFS, et qu'il y a depuis longtemps une réflexion sur le sujet et que c'est pas juste un hasard si aujourd'hui ils sont presque les maîtres. Alors ça, je pense sujet. que c'est une des idées les plus compliquées à comprendre, et en tout cas à faire comprendre. On a tous, je pense, enfin beaucoup de gens, en tout cas, ont l'image que les États-Unis, c'est le pays du libéralisme et que les entreprises font ce qu'elles veulent et que c'est le libéralisme à tout craint. Bon, il n'y a rien de plus faux. Pourquoi? Parce que d'abord, c'est un pays qui est extrêmement réglementé, il y a des corporations partout, des syndicats partout, dans toutes les professions. Donc c'est extrêmement... d'abord, c'est un pays qui est encore très syndiqué par rapport au nôtre, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Et deuxièmement, c'est surtout un pays qui a une vraie stratégie industrielle. Mais véritablement, c'est-à-dire que pour moi, la Silicon Valley, c'est un espèce de mythe absolu qu'on nous vend, qui est absolument fascinant. Parce que si vous voulez comprendre la stratégie industrielle d'un pays comme ça, il faut regarder d'un côté National Science Foundation et de l'autre côté DARPA, qui sont les deux organes du gouvernement américain pour déployer des stratégies industrielles. Je me suis intéressé à ce que les États-Unis ont fait à la fin des années 80. Précisément en 89, vous avez la NSF qui initie un énorme programme de recherche qui s'appelle Large Database Information Retrieval. De ce programme-là, vous regardez quelles sont les universités qui ont touché l'argent, vous regardez bizarrement, ça finit à Stanford. Il y a un programme qui est cofinancé par la NSA. Parce que dans ces trucs-là, vous avez la NSA qui finance pas mal de choses aussi. De ces projets, il y a 2 doctorants, Sergey Brin et Larry. Donc les fondateurs de Google, pour ceux qui ne sauraient pas. Voilà. Qui vont partir, parce qu'ils ont été doctorants sur ce projet-là, qui partent et qui font Google. Ce programme, il est né en 1989. En 1989, qu'est-ce qui se passe? C'est la fin de la guerre froide. Donc vous avez des États-Unis qui ont 3 millions de mecs là, dans la CIA qui n'ont rien à faire. Au chômage, les mecs. Donc les États-Unis, il faut qu'ils redéploient rapidement et surtout, ils se posent des questions géostratégiques de dire qu'est-ce qu'on fait de tout ça maintenant qu'on a gagné contre l'URSS. Bah, si vous vous souvenez de cette époque-là, hein, vous avez un type qui s'appelle Al Gore qui fait le tour du monde pour nous vendre des super autoroutes de l'information. Bon. Si vous regardez ensuite autre chose qui est très intéressant à regarder, moi je me suis intéressé au commerce électronique et aujourd'hui on dit oh là là mais Amazon ça va pas du tout, il faut l'arrêter. Les Américains qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait depuis 25 ans une loi qui dit il n'y a pas de TVA sur les ventes en ligne. Bizarrement ça fait décoller le e-commerce ce truc là. Et donc bah, vous faites la transformation du retail vers le e-commerce par un simple truc qui consiste à dire vous êtes exempté de TVA. Bon, alors ça a duré jusqu'à il n'y a pas très longtemps, parce que les États ont commencé à dire au bout d'un moment, bon, là on perd du commerce, donc il nous faut des trucs, laissez-nous mettre au moins collecter les taxes locales. Et les États se sont battus pendant longtemps pour récupérer ces taxes.
Donc maintenant, Amazon collecte les taxes locales quasiment partout. Le repositionnement de leur pays dans le monde passerait par l'Internet, et que l'Internet allait être le nouveau moyen pour les États-Unis de développer du business. Ils le font chez eux en disant on va faire du e-commerce. Et ensuite, il faut bien regarder, il y a un autre programme NSF d'ARPA à la même époque, 2001, qui est. Voilà, le titre est explicite, Total Information War. Bon, c'est clair. Total Information War. Bon. 2001. Voilà. Donc les militaires américains, le gouvernement américain a une vraie vision de ce qu'il veut faire, quoi. Moi, je reste sidéré que personne n'analyse ça de façon sérieuse d'un point de vue géostratégique et qu'il n'y ait pas de réaction finalement. En France. En France, oui. Les Chinois, eux, ils sont malins. Hein. 89, là, ils se disent oula, qu'est-ce qui se passe? La doctrine chinoise sur l'Internet et le cyberespace, hein, c'est l'armée chinoise qui publie un document en 1999. Donc, 10 ans après, ils ont la réplique pour dire ok, les Américains font ça, nous on va faire ça. Et ce qu'ils font, c'est la grande muraille numérique qu'on connaît tous. Et puis ils se disent ok, nous on va faire notre industrie du numérique. Bon. Et puis nous, l'Europe, on n'a rien fait. On a regardé ça. L'étape suivante, ça a été quand même State as a Platform. Stratégie mise en place par Obama. State as a Platform, qui consiste à dire l'État, ce qu'il doit faire dans le monde numérique, c'est devenir une plateforme. Discours repris par tout le monde en Europe, y compris en France, où l'État doit devenir une plateforme. Ce qui veut dire... Ce qui veut dire que quand tu regardes, il y a des schémas qui sont très intéressants sur le site de la Maison-Blanche. C'est-à-dire un gouvernement de zéro, concrètement, il doit rendre empower les citoyens, le business, et donc pour ça, il doit se transformer en une plateforme d'API qui distribue des services et des données. Bon, c'est la vision que les États-Unis, et en même temps, le discours sur Open Data est exactement à ce moment-là. Parce qu'à un moment donné, si tu veux transformer tout ça, il faut que libérer les données pour que les gens puissent créer des services et empower. Donc l'État montre la voie en ouvrant des données, et effectivement, les portails d'Open Data, si tu vas regarder par exemple le portail d'Open Data de la ville de New York, c'est absolument fascinant de voir, voilà, il y a 120 personnes à New York qui travaillent sur la donnée, hein, 120 personnes. C'est extrêmement impressionnant, avec un portail d'Open Data fascinant. Puis là, la qualité des données, c'est un vrai sujet. Tu vois qu'ils ont réfléchi au truc. Bon. Donc il y a une vraie vision de dire, ok, on va se repositionner dans le monde de l'après-guerre froide, économiquement et géostratégiquement, autour de l'Internet et de l'information. Et voilà, on laisse le business se développer, et on lui donne des cadres, et Al Gore a toujours tenu ce discours, hein, dire il faut reprendre les discours d'Al Gore, ils sont explicites quoi, sur ce sujet. Et nous à l'époque, hein, je vous rappelle, on défendait le Minitel. Hein, voilà, c'est ça qu'on faisait à l'époque, hein, pendant qu'Al Gore nous expliquait ça. Bon. Et donc, oui, du coup, ces gens-là, ils ont une vraie stratégie, et c'est ce qui manque précisément à l'Europe, et qui voilà, m'attriste énormément, parce que d'un côté, les Chinois ont très vite compris à quoi ils étaient confrontés, et économiquement, géostratégiquement, et se sont dotés avec, on va dire, le côté implacable qu'ils ont d'une vraie stratégie dont on voit aujourd'hui les résultats. Hein, ils ont fait émerger des géants que nous n'avons pas su faire émerger. Ils sont aujourd'hui presque plus gros que les géants américains. Ouais, alors Alibaba, c'est pas Amazon, hein, mais bon, il y a Tencent, oui. Il y a Huawei, il y a Xiaomi, oui, voilà, et puis... non, c'est des entreprises très très sérieuses, et surtout qui font de la R&D, qui développent des brevets, et qui, voilà... Oui, qui ne sont pas que des copieurs, comme on a pu penser. Non, qui ne sont pas que des copieurs, et puis surtout qui ont pris le leadership sur la question de l'intelligence artificielle. Bon, ils ont aussi, parce qu'ils ont aussi des masses de données que, évidemment, l'Europe n'a pas, puisqu'elles partent aux États-Unis. D'où la question qui vient d'être enfin réouverte du Safe Harbor et du post-Safe Harbor sur les conditions d'échange des données entre les États-Unis et l'Europe. Bon. Et ce qui manque à l'Europe, c'est ça, quoi. C'est une stratégie industrielle de dire qu'est-ce qu'on veut faire. Donc il y a une volonté du président français actuellement qui consiste à dire on va être la troisième voie entre la Chine et les États-Unis.
mais sans que personnellement je comprenne précisément ce qu'on met là-dedans. C'est souvent du protectionnisme un peu déguisé, de la ligne Maginot de zéro, comme j'appelle ça. Et si c'est pour nous faire le cloud souverain, bon, voilà, il faudrait faire un peu mieux, quoi. Voilà, donc il y a des gens qui commencent à assembler des briques, mais la question c'est la vitesse à laquelle ce monde se transforme et l'accumulation de données. Hein, voilà, Marx parlait d'accumulation primitive du capital. Oui, il y a des gens qui ont accumulé des données, clairement, aujourd'hui, et qui ont un actif de données qui n'est plus sous contrôle européen. Bon. Donc ça, c'est un vrai sujet, mais la situation politique de l'Europe est telle qu'on se demande si on va voir émerger cette chose. Enfin, cette stratégie, quoi. On va commencer à discuter Ouais, avec la très salle sur volontiers. ces paroles optimistes. Voilà, et donc nous, on enchaînera début mars, j'ai plus le jour en tête, mais ce sera le premier mercredi de mars, en allant chez Quantmetry, qui est une société spécialisée dans l'IA et qui a surtout depuis 2 ans, si je ne me trompe pas, lancé un startup studio. Donc c'est ce que disait Christophe en introduction, un startup studio. Donc c'est en quelque sorte, moi je résume en disant, vous avez besoin d'une startup, et il vous la bâtit clé en main, hein, depuis l'idéation autour de votre propre idée, le financement, et jusqu'à ils vont former des patrons de start-up qui vont caser à la tête de leur start-up. Enfin, il y a un dispositif assez intéressant. Et là, on sera en mode visite, donc on ira à la fois voir le lieu et puis rencontrer leur directeur scientifique, les gens qui travaillent chez eux. Voilà, sans doute le patron qui devrait être là et le patron du start-up studio. Donc le mois d'après, on reçoit Christophe Benavent, donc qui lui est chercheur en sciences de gestion, oui, À Nanterre, c'est un bon à ami. Nanterre, voilà, et qui est spécialiste lui de tout ce qui est plateforme, et on le reçoit sur le sujet de l'importance de la notation et du commentaire, en fait, qui a des enjeux, qui ont des enjeux plus forts qu'on ne le pense. Ensuite, on ira sans doute faire une petite learning expédition sur Vivatech. Ensuite, on reçoit Benoît Thiolin en juin. Donc Benoît Thiolin qui a été le premier président du Conseil national du numérique. Deuxième. Ah, je crois Premier, que c'est Babinet. Ah, mais voilà. Donc deuxième président du Conseil national du numérique, qui était le patron fondateur de la NetSquad, voilà, qui a été revendu à Open Group, qui n'est plus non plus, je crois, donc responsable du master. Ah, je vais me tromper du nom. Ouais. Je vais me tromper, enfin, dans Non, un il master est plus. sur le numérique à Sciences Po. Voilà. Voilà, humanité numérique, exactement. Donc lui, on le reçoit début juin. Donc voilà, on enclenche un cycle, donc en espérant que ça vous a convenu et que vous reviendrez.